et bienvenue dans cette nouvelle émission Les Rendez-vous avec Antoine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Nadine Touzeau. Bonsoir Nadine. Bonsoir Antoine. Bonsoir tout le monde. Alors Nadine, on a eu le plaisir de te découvrir sur la chaîne de Silvano Trotta dans l'émission Face à Face. Tu es net profiler. Alors, bon, on dit d'ailleurs profiler ou profileuse à la française? C'est une très bonne question. Donc en fait, je préférerais qu'on garde profiler parce qu'il y a des profileuses. Ce sont des personnes qui, je crois, s'occupent de traiter le fil ou quelque chose comme ça, ou la tôle. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces métiers et ces personnes qui utilisent le nom de profileuse depuis tant d'années, que nos métiers, qui, même s'ils datent de 100 ans minimum, sont très peu présents en France depuis tellement d'années que ça arrive seulement maintenant. Simplement, il y a un amalgame avec les criminologues et un profiler, c'est un métier à part. Les criminologues peuvent faire des profils psychologiques, ce qui n'est pas la même chose. Donc, je préférerais qu'on garde profiler. Alors effectivement, on va garder profiler. Donc d'ailleurs, ce métier de profiler, il a été mis un petit peu au goût du jour grâce à plusieurs séries télévisées. Alors la plus ancienne, c'est Profiler, hein, elle a plus de 15 ans, je crois, cette série. Dans les séries récentes, ce serait plutôt Lie to Me, où on verra que ton métier est très proche du métier du héros de Lie to Me. Il y a aussi Esprit criminel. Donc on va essayer de définir ensemble ce qu'est ce métier de profiler et ce qu'est le métier de profiler adapté au net à la chasse, on va dire, de la cybercriminalité. Alors, comment est-ce que tu définis le métier de profiler? Alors, le métier de profiler, c'est une très grande définition et une très courte définition à la fois. C'est tout simplement de détecter des profils. C'est en fait d'être capable de dire d'une personne qui elle est, comment elle est, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire en termes de comportement. Un peu de psychologie aussi, puisqu'on est dans les sciences humaines et les sciences, mais nous, notre métier, c'est plus dans les sciences du comportement. Quelque chose qui n'est même pas reconnu en France, encore une fois. Donc, c'est notre potentiel de pouvoir dire telle personne est comme cela. Par exemple, c'est une personne qui est en souffrance de X, Y chose, c'est une personne qui a tel potentiel professionnel, qui est apte à, je ne sais pas, moi, être plus dans les choses méthodiques ou d'autres des choses un peu plus créatives et ainsi de suite. Par exemple, les environnements. C'est une personne qui peut être, avoir tel caractère, tel trait de caractère, qui est fiable ou qui n'est pas fiable, ou qui n'est pas, on va détecter aussi que cette personne n'est peut-être pas à la bonne place dans son travail ou dans sa vie tous les jours. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'on va dire, voilà, vous êtes tel type de personne. Et parfois, c'est vrai qu'on connaît un peu plus la personne qu'elle ne se connaît elle-même. Et ça va être sans filtre, en fait. On va être capable de faire ça. Donc, ça peut être autant dans le monde économique, que ce soit le recrutement, le management, la négociation, tout ce que tu veux, que sur la partie défense, où on peut déceler des profils à tendance délinquants, quelle que soit la délinquance, jusqu'au terrorisme. Et donc, évidemment, dans la partie virtuelle. Et j'y reviendrai après. Donc, ce potentiel-là nous permet en effet de voir rapidement les gens. Donc, j'ai cette capacité de le faire très, très vite et de les révéler. L'idée, c'est de les révéler ou de sécuriser. On n'est pas là pour faire du mal, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer. Donc, c'est pourquoi notre métier est très, très proche, doit être très, très proche de la neutralité et du zéro jugement, en fait. Ce qui pose quelques problèmes dans un pays comme la France, où il faut qu'on range tout le monde dans des cases, premièrement, et deuxièmement, où le travail, le développement, quel qu'il soit, doit se faire parce que on appartient à X et Y lobby ou institution ou tout ce que l'on veut, ce qui est relativement prohibé dans notre environnement professionnel pour des raisons évidentes de ne pas être juge et partie, tout simplement. Puisqu'on peut remettre des documents juridiques derrière, si on apprend que la personne qui on a travaillé pourrait avoir des synergies avec une des affiliations que l'on pourrait avoir, pourrait faire capoter le dossier, par exemple. C'est un exemple. Donc, c'est extrêmement compliqué en France d'exercer ce métier aussi pour cela. Et c'est d'autant plus compliqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas cette compréhension des sciences du comportement. Or, il y a pas loin de 7 milliards de personnes sur Terre, je ne sais plus le chiffre exact, et
Et très clairement, chaque personne a un profil unique, comme un ADN, exactement pareil, qui peut évoluer plus ou moins, mais qui se construit dans les premières années de la vie. Et après, il évolue en fonction des confrontations, de tout un ensemble de choses, peut se modifier même par rapport à un choc. Mais globalement, on restera quand même sur les grandes bases, les très grandes bases qu'on aura décelées assez rapidement. Donc voilà, globalement, c'est un métier qui est transversal, un métier d'appui. Nous ne sommes là que pour appuyer, X et Y métier. Quand on ne sait pas faire, il faut avoir la franchise de le dire. Mais on peut travailler autant sur la partie économique que sur la partie défense sécuritaire. Après, on a des sensibilités qui vont faire qu'on sera peut-être plus à l'aise dans certains environnements ou d'autres. Il y a ce qu'on appelle des social profilers aux États-Unis, comme il y a des profilers qui sont davantage, par exemple, ceux de Quantico. Parler d'esprit criminel, c'est lié à cela. Et d'autres profilers qui vont travailler dans d'autres environnements où là, je suis plus proche de cela, un petit peu plus ou moins différent parce qu'on est vraiment axé que sur l'humain et son développement ou la sécurisation. Où là, on va être vraiment plus proche de Paul Ekman sur la détection de ce qu'on appelle de signes, le Lion True, les micro-expressions faciales. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui vont nous permettre d'aller là. Ce diplôme-là ne fait pas forcément un profiler, mais c'est obligatoire pour tout. D'accord. Alors, on reviendra d'ailleurs sur cette formation pour devenir profiler, parce que je pense que ça intéressera peut-être un public un peu plus jeune qui serait en mal d'orientation et qui serait passionné par ce genre de métier. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que finalement le profil, il est presque construit dès la naissance, comme si c'était lié génétiquement. On serait pas loin de Bienvenue à Gattaca quelque part. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une interaction sociale, une interaction culturelle, une interaction géographique dans la construction du profil de la personne? Je ne peux pas dire qu'il soit vraiment construit à la naissance, mais on peut dire qu'on a vraiment les grandes bases. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, déjà dans le ventre de la mère, on a un ensemble d'informations et d'éléments qui vont nous construire. La culture de famille, par exemple. Si toute la famille est médecin, mon fils, tu seras médecin. Je la fais courte, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est juste pour donner les grandes lignes. Ça peut être aussi le côté confrontation avec les autres qui va se passer dans les années, les 3 premières années, par exemple la crèche et l'école. Si dans la famille on considère que l'on ne doit pas se mélanger avec X et Y personnes et qu'on ne doit pas jouer avec tel et tel enfant, il y aura plusieurs comportements de l'enfant vis-à-vis de cela qui vont continuer à construire sa personne. Soit il accepte de s'ouvrir à tous les enfants qui sont face à lui, soit il prend un peu de recul, il fait le tri entre deux eaux, on va dire, soit il valide totalement les propos de ses parents et il ne fera rien. C'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est cela. Et il construit son schéma, ce qu'on appelle son schéma, ce qui va faire partie de son évolution, ce qui va porter tout au long de sa vie dans son évolution, dans sa construction. C'est ce qui va se passer. Et donc, ça, en effet, ça va se modifier par un ensemble de choses. Les rencontres, par l'apprentissage, la connaissance, le fait de peut-être vivre dans d'autres pays, ou de côtoyer des gens qui sont différents de différents pays. Tout ça, ce sont des connaissances qu'on apporte en plus, mais qui peuvent faire qu'on fasse des choix sur ce qu'on a eu comme connaissance par rapport à notre enfance, ce qu'on a reçu par nos parents, et ainsi de suite. C'est aussi une volonté. Ça peut être si l'enfant a été un peu trop confronté à des heurts dans une famille, il aura tendance à peut-être vouloir ne pas reproduire la même chose et indirectement pouvant le reproduire. Par exemple, des enfants qui ont des parents qui ont des addictions ou ce qu'on appelle des toxicités parentales, pour reprendre les propos de Suzanne Forward, qui serait l'alcool, par exemple, la drogue, ces choses-là. L'enfant ne boira pas une goutte d'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas un droguer. Il fera peut-être une autre addiction à l'inverse, par exemple. C'est l'un ou l'autre. Il y aura un excès qui va se créer quelque part, on ne sait pas trop où. Globalement, encore une fois, hein, mais on n'est pas loin du 90%. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fera, mais globalement. Ou alors, il sera carrément alcoolique aussi, parce que c'est le schéma qu'il a reçu.
On a tendance à reproduire ce qu'on reçoit. On a tendance à développer ce qu'on appelle aussi des a priori. Je reprends l'exemple du médecin. Mon fils, être instituteur, c'est bon à rien, mais être médecin, c'est très bien. C'est un a priori. Donc, l'enfant est toujours éduqué dans ce sens-là. Et cette enfance qu'on nous construit, c'est vraiment la base de nous. Hein, c'est très important, ces premières années de la vie. Et il va faire qu'à un moment donné, ben là encore une fois, est-ce qu'il sera instituteur, est-ce qu'il sera chef d'entreprise ou je ne sais quoi, ou médecin, par exemple. Parce qu'il n'a vu que ça, parce qu'il a ça. Je ne peux pas dire que ce soit dans les gènes. Comme tu disais, je ne peux pas forcément le dire. Mais par contre, on sait qu'il y a des choses qui vont se reconstruire dans le schéma, qui vont construire le schéma de l'enfant tout au long de sa vie, ce qui va rentrer aussi dans un baseline, qui sont des références, tout ça en fait, et qui vont être confrontés, c'est la confrontation et comment ils vont faire la confrontation dans la vie qui va faire que l'enfant, en grandissant, va se construire et va devenir ce qu'il est. Et tout au long de sa vie, ça doit être comme ça. Quand les gens vous disent on rentre dans un élément et on n'en change pas, c'est faux. Parce que ça entrave et ça atrophie la construction et surtout la connaissance de soi. Parce que c'est ce qui permet de mieux se connaître. Et mieux on se connaît, mieux on connaît les autres. Quand je commence mes cours, que ce soit de la formation ou de l'enseignement, la première chose que je fais, je dis que les premiers éléments de travail que je fais, c'est de travailler sur les stagiaires et les étudiants, sur eux-mêmes. Parce que tant qu'ils ne sauront pas qui ils sont et tant qu'ils n'auront pas travaillé sur eux-mêmes, ils ne pourront pas s'ouvrir aux autres. Oui, en fait, souvent on dit qu'il suffit d'une bonne rencontre ou d'une mauvaise rencontre, une bonne relation dans son entourage ou une mauvaise relation dans son entourage à des dates clés à certains âges de notre vie pour changer radicalement notre vie, notre comportement, etc. Donc finalement ça reflète ce que tu viens de dire. On a un schéma directeur dès la naissance, mais qui peut prendre ensuite des directions complètement différentes au fur et à mesure de notre vie. Et c'est ce qui est du coup compliqué dans ton métier, c'est qu'il n'y a pas une seule règle, tu es obligé de prendre des paramètres environnementaux, systémiques extrêmement importants. C'est cela, c'est que nous devons prendre en compte un ensemble de paramètres qui ne sont pas uniquement les systémiques environnementaux, qui sont en fait tout ce qui est lié vraiment à l'environnement de là ou des personnes, que ce soit professionnel, personnel, au-delà de la personne même. Mais c'est aussi son propre environnement, des gens qu'ils côtoient, des gens qu'ils ont autour d'eux, selon le dossier. Sur une affaire criminelle, on prend tout, absolument tout. Et la scène de crime, on ne l'étend pas uniquement à la position du corps au sol, enfin au sol ou ailleurs. On prend vraiment un maximum de critères jusqu'au climat, enfin on prend vraiment le maximum d'éléments de façon à être sûr de ne pas être orienté et de créer ce qui est très fréquent en France, on est très très fort en France pour ce qu'on appelle les cold cases, qui sont des affaires mal ou non classées, des homards mal tués par exemple, où il y a des évidences comportementales dont on ne tient pas compte, mais comme en France particulièrement, et dans certains autres pays, mais surtout en France, on a tendance à ne se reposer que ce qu'on appelle le forensic technique, c'est-à-dire le DNA, enfin l'ADN, toutes les traces, en fait, toutes les collectes d'informations, les empreintes digitales et ainsi de suite, tout ce qu'on peut collecter comme information, mais technique, on ne prend pas en compte le comportemental, donc c'est hyper facile de faire accuser quelqu'un. Du coup, c'est très très facile en France. Et c'est pour ça que notre métier est très pris en compte dans d'autres pays, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les pistes ont été brouillées et qu'on n'a pas traité sur la partie comportementale, qu'on s'est juste basé sur le forensic technique et non le forensic comportemental. Donc, en effet, il faut vraiment intégrer un ensemble de critères et d'éléments. C'est extrêmement complexe. C'est pour ça que notre métier, je disais qu'il est facile et simple à la fois. Facile parce qu'on sait ce qu'on doit faire, mais difficile parce qu'il est exigeant en savoir, il est chronophage en savoir-être. Il a d'autres exigences qui sont justement de travailler cette neutralité au maximum, de ne pas donner notre opinion, on s'en fiche complètement de notre opinion, on se base que sur des faits et rien d'autre. Que des faits. Nous avons collecté un ensemble de signes, nous avons analysé ces signes et nous pouvons dire que cette personne, il y a ça, 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 elle est comme ça. Maintenant, nous l'écrivons, nous le disons, nous allons voir les clients. Si la personne est décédée, on fait contrôler par les proches. Si elle n'est pas décédée, on fait même contrôler par la personne en question, mais d'autres proches aussi. Et on attend le retour de cela. Et j'ai toujours eu un 100%, tout le temps.
Les gens sont même souvent surpris que je leur dise des choses que personne ne sait. Moi, ça sort tout seul. C'est pour ça que j'évite de le dire en public. Au début, je le fais un petit peu et j'ai eu tort. Donc, ça peut mettre mal à l'aise et être mal interprété. Donc, c'est extrêmement chronophage. Ça intègre énormément de choses. Et on doit s'adapter au cahier des charges. En économie, j'ai eu un cas une fois, on m'a demandé la sexualité des candidats, enfin des personnes dont j'ai refusé de le faire. Ça ne rentre pas, j'estime, dans le cahier des charges d'une entreprise. Oui, c'est vraiment toute cette partie-là qui est très surprenante dans ton métier. D'ailleurs, tout à l'heure, je te poserai la question de savoir si c'est un métier, si c'est un apprentissage ou si c'est un don, parce qu'à un moment donné, on peut même se poser la question si on n'est pas proche du don. Parce que, en définitive, par rapport à ce qu'on vient de se dire, on pourrait imaginer qu'il suffit juste d'avoir un bon niveau en psychologie humaine pour pouvoir faire les interprétations que tu arrives à faire. Mais en réalité non, parce que tu es capable, et on a fait l'expérience avec Sylvano, on t'avait proposé des photos, tu es capable sur photo de pouvoir déterminer le profil de la personne en moins de 30 secondes, et effectivement tu arrives à un niveau de précision qui est très surprenant alors que tu ne connais rien sur la personne en dehors des signes finalement physiologiques qu'il y a sur son visage, son expression corporelle, etc. Alors oui, nous ne sommes pas psychologues, même si j'ai des bases de thérapeute. Nous ne sommes pas psychologues, c'est vrai qu'on en utilise un petit peu, mais je n'ai pas cette prétention, ce n'est pas mon métier, et il y a des très bons psychologues qui font ça très bien. Il y a un amalgame en effet là-dessus, qui est de dire les psychologues peuvent faire du comportemental. J'en connais, bon, ils ne font pas devant moi. Chacun son métier, hein, encore une fois. Et le comportemental, c'est en fait, oui, on détecte tous les signes sur le visage, sur le corps, et encore une fois, l'environnement nous indique énormément de choses. Toujours est-il, sur une affaire criminelle qui du reste a été médiatisée, la clé de voûte, je savais, j'avais tout, on avait tous les éléments, on a travaillé à 4 dans une équipe pendant 4 mois, on avait tous les éléments, mais il nous manquait vraiment un truc pour comprendre vraiment le pourquoi du comment et qui était derrière, en gros, de cet homicide. Eh bien, il portait toujours une croix en or, ce jeune homme. Donc, ça ne séparait jamais, jamais, jamais. Et elle était posée à un endroit et d'une manière qui n'était pas naturelle. J'ai appelé je ne sais combien de bijoutiers, j'ai contacté je ne sais combien de personnes, comment vous enlevez votre collier, comment vous le posez. Je n'ai pas arrêté. Jamais personne ne m'a donné cette manière-là. Et quand on a commencé à comprendre ça, qu'on a mis ça en place par rapport à l'équipe, tout est parti, tout est devenu limpide en fait. Comme une clé de voûte qui a tout mis en place. C'est du pur comportemental. La façon dont l'objet a été posé nous a indiqué et nous a corroboré sur tout un ensemble de choses qu'on avait déjà obtenues et nous en a ouvertes sur d'autres. Et ça collait tout seul. Et c'est ça en fait. On ne fait rien par hasard. On ne fait rien par juste en se disant je calcule tout. Mais non, il y a toujours une raison. À nous de la comprendre. C'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Alors, est-ce que c'est un don? On me l'a souvent dit, je ne saurais répondre. Je me rappelle d'avoir rencontré des gens très professionnels assis dans des domaines qui m'ont dit, toi, ton cerveau, il n'y en a que 30 à 35% qui sont modélisables pour les intelligences artificielles. Peut-être, je ne sais pas, je me dis juste une chose, c'est que on a tous des potentiels qu'on développe plus ou moins. L'idée, c'est de les développer. Quand on a cherché à me détruire en 2013, je me suis dit, mais j'arrête tout. C'est peut-être vrai après tout. Alors que je savais que c'était faux, j'avais les preuves que c'était faux. Et quand on te massacre comme ça, en mettant ton nom, ton image avec des mots qui n'ont rien à voir avec toi et une histoire qui est complètement loufoque, tu te poses des questions, tu n'es pas bien, tu dis pourquoi pas après tout, pourquoi pas, il faut mettre tout sur la table. Et je me suis dit, Nadine, tu as tes résultats. Tout ce que tu as fait a été prouvé et justifié. Donc si tu l'as, pousse les choses. Et je les ai poussées. Et je les ai poussées en faisant du net profiling, en devenant chercheur. Et quand j'ai fait ça, je ne me suis pas préoccupée des autres. La plupart des gens, quand ils poussent leurs résultats ou qu'ils veulent dépasser, ils se raccrochent à quelqu'un ou à quelque chose. Moi, je me suis juste préoccupée du terrain, rien d'autre. J'ai dit, tu trouves ça, cherche pourquoi et pourquoi ça ne marche pas, et ainsi de suite. Et c'est les résultats qui m'ont fait avancer la marche au-dessus, et ainsi de suite. Je ne me suis pas préoccupée d'autre chose. Puis un jour, je me suis dit, bon, maintenant que tu en as quelques-uns des résultats, tu as quand même 4 théories scientifiques, j'en ai plus. J'en ai divulgué 4 ou 5, j'ai un doute du coup.
Parce que d'un coup, je dis comme ça que j'ai un doute. Et j'en ai plus que ça, en fait. Les autres, je les ai gardés pour moi, pour le moment. Mais je me suis dit, on va voir comment ça se place par rapport aux autres théories, par rapport aux autres scientifiques ou des gens qui ont découvert certaines choses, histoire de mesurer. Et là, je me suis trouvée toute seule. Mais vraiment toute seule. Les seules personnes qui sont à peu près proches de mon métier, c'est les cyberpsys. Ils sont beaucoup dans la partie psychologique, c'est normal, c'est leur métier. Ils essayent le comportemental. Là, on n'est pas tout à fait d'accord parfois. Mais bon, on se parle. Et puis, il y a toute cette partie de se dire, les travaux sont ceci, sont cela de leur côté. Beaucoup dans le jugement, beaucoup dans le côté de dire, ils sont tous de telle manière. Aucun être humain ressemble à un autre. Non. Même si on est sur la même affaire et qu'on a 10 personnes devant nous, on doit prendre les 10 personnes comme si c'était une nouvelle affaire, même si le contexte est unique. Et c'est pour ça que je pense que si on développe bien, en fonction de nos volontés, ce que nous sommes, notre potentiel, hein, notre cerveau, on n'en fait pas grand-chose hein, avec tout le potentiel qu'il a et tout ce qu'on est encore en train de découvrir. C'est quelque chose, une matière qui est extraordinaire, qui est puissante, qui ne nous a pas du tout livré ses secrets. À nous de développer aussi cela. Beaucoup de gens peuvent le faire, alors peut-être pas comme moi, et puis dans d'autres domaines. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi. Après, on a tendance à raccrocher sur une espèce de normalité, de se dire « Ah oui, mais tu fais plus, tu vas beaucoup plus loin, c'est peut-être un don ci et là. » Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est parce qu'on se raccroche sur des bases. Mais même ces bases-là sont obsolètes, parce qu'elles sont dans une espèce de normalité qui n'existe pas. Elle est faite justement pour qu'elle n'existe pas. L'humain ne peut pas rentrer dans des cases. C'est juste, il y a des gens qui peuvent faire ça et d'autres qui peuvent faire ça. Il n'y a pas d'imbécile, il n'y a pas d'idiot, il n'y a pas de génie, il y a juste on sait faire ça ou on sait faire ça. Et après, oui, l'échelle peut être en effet importante en fonction des savoirs et des connaissances des uns des autres et de ce qu'on en fait. Mais c'est là qu'on prend le potentiel. Et à partir du moment où on veut mesurer par rapport aux autres, j'ai tant de QI, j'ai tant de ci et là, j'ai toujours refusé cela. On m'a fait un jour mes tests de QI parce que j'ai une forte dyslexie, j'ai plein de trucs qui font que, bon, ouais, ça va avec le métier un petit peu aussi. J'ai refusé d'avoir les tests. Je les ai refusés, même si on m'a dit en gros dans quel environnement je me situais, parce qu'ils sont normés. Et je ne veux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et je me dis, si on veut se raccrocher à une norme, déjà, on empêche la façon de développer les gens. Et dans ce cas-là, oui, on va dire qu'il y a des dons, oui, il y a des trucs un peu qui sont inexpliqués, alors qu'en réalité, c'est des potentiels qu'on a développés, je pense. Moi, c'est mon opinion. Hein. Mais voilà comment je vois les choses. Bon, mais on verra quand même que, comme tout don, hein, ça se travaille. Il y a des formations que l'on peut suivre, il y a des écoles à l'étranger, peut-être en France, on en reparlera tout à l'heure. Et comme toute capacité, à partir du moment où cette capacité elle est présente, on peut l'améliorer, la faire grandir et l'optimiser. Alors d'ailleurs, je me posais la question, parce que c'est vraiment deux choses différentes, quelque part, de pouvoir analyser, interpréter quelqu'un en le voyant, en l'ayant en face de soi, ou sur une photo, ou sur une vidéo, parce qu'effectivement, il y a des signes qui sont là, qui te permettent de faire un profil de la personne, parce que tu l'as en face de toi, et d'être sur une scène de crime, comme tu le décrivais, ou comme on va le voir aussi sur des affaires sur le net, et de là, de devoir construire un profil à partir de zéro, à partir d'indices qui vont être éparpillés à droite à gauche, sachant que la personne n'est pas en face, et l'objectif justement c'est de pouvoir déterminer quelle est cette personne par rapport à ce profil qui sera construit. Donc comment est-ce qu'on fait ce passage? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tous les profilers arrivent à avoir ces deux facettes du profilage? Je vais répondre tout de suite à ta dernière question. Je ne sais pas. Je connais d'autres profilers qui sont certains devenus amis avec moi. On n'est pas nombreux, hein. Les vrais profilers ne sont pas nombreux. Hein. Encore une fois, pas d'amalgame avec les analystes comportementaux qui peuvent se dire profilers ou les criminologues qui peuvent se dire profilers, qui font fait des profils psychologiques, encore une fois. Ce n'est pas les mêmes métiers, on est complémentaires. Je ne sais pas, je connais quelques profilers un petit peu comment ils travaillent leur méthode. Comme on est beaucoup sur de l'humain, je pense que chacun développe ses potentiels par rapport aussi à ses sensibilités et à ses connaissances, je pense. Pour moi, je ne peux pas trop parler pour les autres. J'ai découvert ça, on m'a dit que ça marchait, des clients anglo-saxons m'ont dit « vous êtes profiler », c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais profiler. Moi, j'ai rien inventé. J'ai mis à peu près
3 ans à accepter de dire que j'étais profiler tellement ça me perturbait. Je travaillais pour un cabinet de conseil à l'époque, ça me perturbait terriblement. Net Profiler, c'est pareil, c'est la rencontre de personnes en cyberdéfense à Interpol qui m'ont dit que j'étais Net Profiler, hein, tout simplement. Tout ça, ce sont des mots que j'ai découverts sur le terrain, encore une fois. Je suis vraiment une femme de terrain, hein, et je me suis absolument rien approprié, comme certains l'ont prétendu, à une époque, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a longtemps qu'on ne le prétend plus. Mais au début, toujours pareil, ce côté un petit peu négatif, au lieu d'être positif et d'être plus curieux, de se poser les bonnes questions. Donc là, je ne peux pas répondre pour les autres. Je pense qu'on a chacun un petit peu notre patte et qu'on travaille avec son potentiel. Ensuite, pour revenir sur ce que tu disais avant, oui, en effet, je profile sur photo, ou image, vidéo. Mais un profiler peut très bien, en effet, profiler sans voir la victime, sans connaître les criminels. Il m'est arrivé sur une autre affaire qui a été également médiatisée en France, d'avoir fait donc mes rapports, ce qu'on appelle des hypothèses-conclusions. Tu as le profil de la victime et le profil des criminels, du ou des criminels. Et puis, tu as ce qu'on appelle les hypothèses-conclusions. En fait, c'est des méthodes FBI, hein, que je pratique depuis je ne sais plus combien d'années, et qui sont des collectes d'informations que tu mets dans des tableaux, machin, en fait, tout, et c'est au millimètre près. C'est-à-dire à la seconde près, en fait, au millième de seconde près. Et tu fais des analyses par rapport à ça, mais des analyses qui sont en se référant sur des éléments concis, concrets, précis, et ainsi de suite. Tout est vraiment cartésien. Et ces policiers pensaient que je connaissais les délinquants. Alors, bon, ils n'étaient pas là, hein, c'était mes clients et leur avocat qui étaient sur place. Heureusement qu'ils m'ont défendu, je pense que j'aurais eu des problèmes. Mais c'est pour dire à quel point nous sommes très en retard sur le sujet en France. Bon, ça date d'à peu près 5 ou 6 ans, cette affaire. Mais quand même, c'est pour dire vraiment le retard qu'il y a, parce que eux, en lisant mon rapport au fur et à mesure et les profils, savaient de qui je parlais. Et moi, je ne les ai jamais vus. Physiquement, absolument pas. C'est simplement, encore une fois, en collectant toutes ces informations que nous avons de droite et de gauche, et pas uniquement de ce qui est lié à la victime, on recoupe ces informations, on investigue plus ou moins aussi, on va chercher, on va fouiller, on va regarder, et à force de les collecter et de les analyser, on dit, on va vers 1, 2, 3, 4 directions, entre guillemets, on n'en occulte aucune, même si elles peuvent paraître loufoques, et au fur et à mesure, on rentre, ce qu'on appelle, on rentre dans l'entonnoir, c'est-à-dire que tout ramène à quelque chose. Et moi, j'ai une méthode personnelle, je casse toujours toutes mes théories. Enfin, mes théories. Quand j'arrive à des hypothèses-conclusions, je les casse tout le temps. Je remets tout à plat et je recommence. Quand je fais des profils sur photo, si j'ai des doutes, si j'ai quoi que ce soit, s'il y a des choses qui peuvent me perturber, je me tais. Ou je vais chercher à contrôler autrement. Mais je me tais. Je n'avance que ce dont je suis certaine, ou alors je vais dire je pense que. Mais je suis déjà quasiment certaine. Et sur les affaires criminelles, on va chercher, puisque là on est sur le terrain, c'est encore autre chose, on va chercher, on va fouiller et on apporte l'appareil avec les faits. Et quand on a des doutes sur certaines choses, on va les creuser. Parce qu'on a une piste, on sent, ou deux, on sent qu'il faut y aller. En général, il n'y en a qu'une. Ça ne s'éparpille pas tant que ça. Parce que quand on arrive dans cet entonnoir, quand on est déjà aux prémices d'entonnoir, on est plutôt sur deux trucs. Après, on peut avoir des trous, des manques, des timings, des choses qui vont manquer. Mais on sait que même en manquant, on arrivera à quelque chose qui est vraiment très crédible. On a suffisamment d'éléments. Oui, c'est vrai que c'est surprenant de pouvoir arriver jusqu'à ce niveau de détail-là. Je comprends que les policiers français que tu citais tout à l'heure aient pu se poser la question de se dire mais c'est pas possible, elle doit connaître les délinquants avec tous ces éléments de détail que tu avais apportés. Et du coup, si on en vient maintenant à ce qu'on appelle à proprement parler la cybercriminalité, comment est-ce que ton métier de net profiler va se traduire? Et peut-être déjà, pour ceux qui seraient complètement néophytes sur le sujet, la cybercriminalité, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors, ma vision à moi de la cybercriminalité, c'est toute attaque à l'aide de machines, d'outils, de malware, de tout ce que tu veux, ou humaine, envers une entreprise, une personne, un travail de recherche, une entité, une association, un acte aussi, qui peut être par exemple des élections. Bref, donc à partir du moment en fait qu'on utilise le virtuel
pour atteindre une personne ou quelque chose de matériel ou une idée enfin n'importe quoi, des données, tout ce que l'on veut. C'est la notion de virtuel en fait qui pour moi fait le lien. Après, la cybercriminalité en soi, donc dans cybercriminalité, il y a le nom crime, il y a le mot de crime. Alors, ça me paraît un peu, je tiens à le préciser parce qu'en fait, des vrais crimes en cybercriminalité, il n'y en a pas. C'est extrêmement rarement. Il y en a eu une fois, mais en fait, c'est plus par dommage collatéral au Japon. C'est plus par dommage collatéral. C'est-à-dire que les gens vont se suicider d'être victimes, par exemple, de cyberbullying ou cyberharcèlement, ou de sextape, ou de ransomware, par exemple, ou même de trolls sur Internet qui ont fait fermer leur entreprise, donc ils vont finir par mettre fin à leur jour, par exemple. Ou ça va être le terrorisme, où on utilise beaucoup la cybercriminalité pour pouvoir mettre en œuvre ces plans, quelle que soit l'attaque terroriste, que ce soit du couteau aux attentats. Donc, c'est utilisé par le dark web. Voilà, donc c'est pas un crime dans le sens direct, comme quelqu'un qui va prendre un fusil, un couteau, ou je ne sais quoi, et tuer une personne ou plusieurs, où là, c'est de face-to-face, comme on dit. Et dans le réel, dans le virtuel, c'est un crime par dommage collatéral. Donc déjà, c'est une nuance qui est quand même extrêmement importante parce qu'en investigation, ça change tout. Pour comprendre les choses, ça change tout aussi. Ça, c'est le premier point. La cybercriminalité, donc en gros, c'est ça. Et le net profiling, dans tout cela, tout acte est commis par un être humain jusqu'à preuve du contraire. Même si c'est une intelligence artificielle qui attaque, elle a été conçue par des cerveaux humains, un ou plusieurs. Donc à partir du moment où tout acte est commis par un être humain, on a forcément besoin de comprendre l'humain, même derrière l'écran. C'est ma logique. Après, il n'engage que moi, encore une fois, mais c'est ma logique. Mais une logique qui est de plus en plus retrouvée, j'ai lu quelques articles là, dans la 10e publication que je suis en train de sortir, là, qui va sortir bientôt. J'ai dû me référencer un petit peu sur Internet, de voir un petit peu à jour, parce que ça bouge beaucoup, hein, la cybercriminalité. Donc, Deloitte a sorti un rapport en 2018 qui dit que 63% des cyberattaques ne sont dues que de l'humain. Maladresse ou pas. 63%, je disais 70% il y a 2 ou 3 ans. On y est. Et j'ai lu un autre article, je ne sais plus, c'est ICE, je crois, le cabinet ICE, qui disait que la cybercriminalité est finalement en croissance à 100%. Je suis assez d'accord. C'est une croissance qui ferait rougir n'importe quelle entreprise. Pourquoi? Mon explication de net profiler et de chercheur. Eh bien, tout simplement, c'est parce que l'humain derrière l'écran a beaucoup plus de potentiel et de capacité qu'il ne l'a dans la vie réelle. Il est plus facile de se cacher dans ses attitudes et dans ses actes derrière un écran que de le faire en face. Surtout pour des gens qui sont faux, des gens malveillants qui veulent cacher ce qu'ils ont envie de faire, des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, qui prennent un peu Internet comme un exutoire ou un défouloir. Et vas-y, je t'insulte tout le monde, attire l'arigot sans connaître les gens. Je prends un mot, j'en fais une histoire. Là, c'est surtout le cyberharcèlement. Mais le troll aussi, la jalousie, tout simplement. Ils ne connaissent pas la personne, rien, puis vas-y, te mettre des commentaires qui sont juste inappropriés. Tu as toute la partie comment dire, les ransomware. C'est l'être humain aussi qui est derrière, les ransomware. C'est également en croissance, on n'en parle pas. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on parle de plus en plus de la cybercriminalité et des gens qui subissent des cyberattaques pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des personnes, je rencontre encore des personnes aujourd'hui, pour eux, cyberattaque, ça ne veut pas dire grand-chose. En France, en 2019, c'est assez effarant. Donc, comment voulez-vous qu'ils la décèlent? Derrière, ce n'est pas possible. La deuxième chose, c'est que même juridiquement, elles ne sont pas considérées comme telles. Il y en a beaucoup qui sont juste classées verticalement dans la poubelle. La troisième chose aussi, c'est comment la déceler. Est-ce qu'on l'a vraiment décelée? Est-ce qu'on est vraiment victime du cyberattaque? Beaucoup de gens ne savent même pas vraiment suspecter un moindre propos qui peut être déplacé sur Internet ou ainsi de suite. C'est vraiment très complexe en fait de cet univers et c'est un environnement qui, encore une fois, une sensibilité humaine qui va se raccrocher à d'autres humains
Par contre, derrière l'écran, on a vu dans des études, notamment de personnes qui ont mis fin à leur jour suite à un cyberharcèlement ou des sextapes, qui disaient on ne comprend pas pourquoi la personne a mis fin à ses jours. Parce qu'en tant qu'être humain, ils attaquaient derrière l'écran, mais la personne qui recevait, pour eux, c'était un jeu. Et ils le disaient comme ça, on s'amusait. Et toutes ces choses-là font qu'à intégrer, c'est lourd, hein, c'est énormément de choses, et on n'a pas vu la fin. Croyez-moi, moi j'apprends tous les jours, j'ai rien vu de ce qu'il y a vraiment d'important derrière, au niveau de le cyberespace et de tout le comportement des humains dans le cyberespace, font que ça rend l'univers et la compréhension de ce métier extrêmement complexe, tant pour les chefs d'entreprise que en investigation, mais même pour les professionnels en cyberdéfense, cybersécurité. C'est pour tout le monde. Donc on se raccroche à quoi finalement? Toute la partie technique. C'est tellement plus facile de dire c'est parce que vous avez ouvert un email qu'il ne fallait pas, c'est une intrusion cyber ou par des DDoS ou je ne sais quoi, ou des failles comme WannaCry et ainsi de suite. Et donc on va répondre de technique à technique. Bon, moi je pose la question depuis des années. Quand le malware il est rentré dans un PC qui va intruser je ne sais combien de réseaux ou quoi aux caisses, et qu'on pense par exemple aux botnets, que bien souvent on ne les voit même pas, mais on les a détectés, imaginons, et on met en place l'anti-malware ou la solution digitale qui va permettre de bloquer et on nettoie le système d'information digitale, etc. Mais l'autre, il existe depuis quand avant qu'on mette la solution? Donc ça veut dire que le malware, l'anti-malware, il devient obsolète, de fait, puisqu'entre-temps, eux, ils ont déjà pensé à autre chose. Donc c'est là où je me dis, quand on dit « Oh, mais on a toutes les protections qu'il faut », ouais, on a quelques protections, mais pas toutes, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et donc, l'humain derrière n'est toujours pas intégré. Les intrusions dans l'entreprise, les intrusions faites par l'humain, comment fonctionnent ces cybercriminels dans l'espace virtuel, comment ils se comportent, pourquoi ils sont là, et qu'est-ce que l'espace cybervirtuel en fait? C'est quoi ce cyberespace? C'est un espace transversal qui a été créé pour être justement un petit peu aux antipodes de notre propre monde pyramidal, de pouvoir être pratiquement sans loi avec ses propres codes et on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. On implique. L'espace-temps n'est même pas le même que le nôtre. Il faut intégrer tout ça. Et on arrive à, nous, avec notre comportement d'humain dans l'espace réel, dans le cyberespace, en disant on va faire la même chose que dans le réel, comme si on voulait vaincre un champ de bataille avec des navires, des avions, de tout ce que... Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et l'autre difficulté aussi que je rencontre souvent, pour expliquer ça, on considère que la sécurité est indue en France. Comme je dis aux gens, quand vous mettez votre enfant dans un siège auto dans la voiture, vous sécurisez votre enfant par rapport à des normes et à l'enfant en soi dans un environnement de conduite. Donc, vous sécurisez et c'est naturel. Donc, pourquoi vous ne faites pas pareil en cybercriminalité? Et c'est des comportements humains. On est dans l'humain. Et notre propre façon de réagir derrière l'écran, souvent, fait la faille de ce qui va nous arriver. C'est très complexe. Alors est-ce que ça, c'est pas en train de changer dans les mentalités, en tout cas au moins au niveau des entreprises? On sait qu'il y a la réglementation générale sur la sécurité des données qui est passée au niveau européen au mois de mai 2018. Donc là, c'est en train d'arriver à flot dans toutes les entreprises. D'ailleurs, vous pouvez vous en apercevoir. Dès que vous allez sur un nouveau site internet qui ne vous connaît pas, il vous demande d'accepter le traitement de vos données, etc. Donc il y a quand même une sensibilisation. C'est peut-être d'ailleurs à travers tous les cas de cybercriminalité qu'il y a eu depuis une décennie où les choses ont changé, peut-être aussi grâce à des personnes comme toi aussi qui ont fait évoluer les mentalités au niveau au moins européen pour que ça puisse être mis en place un peu partout. Donc est-ce que voilà, il n'y a quand même pas un changement de mentalité à ce niveau-là, et que maintenant on a réellement conscience de ce danger-là et quelque part de l'utilité de métiers comme le tien? J'aurais tendance à dire oui, il y a un changement de mentalité, oui, il y a une prise de conscience très faible à mon goût, mais elle est là, il faut la saluer. J'ai cru lire dans la RGPD qu'il fallait mettre dans les bases de données informatiques de l'entreprise les règles de gestion de la propriété intellectuelle. Pourquoi ne pas donner carrément les clés aux cybercriminels? Ça, c'est ce que je dis à tout le monde.
tu me donnes l'occasion de le dire, je le dis. C'est la première chose que je dis à tout le monde. Je dis, mais allez-y, c'est open bar. Vous gênez pas, c'est open bar. Bon, ça c'est fait. Donc, pour moi, c'est bien. Mais en même temps, derrière, on n'a toujours pas compris l'espace cybercriminel. Donc, le cyberespace. Donc, la balle au centre. Voilà. Deuxièmement, je fais des conférences dans des groupes du 440 en ce moment et un peu partout, mais notamment, je ne parle pas des conférences scientifiques, je parle des conférences privées. La première chose que me demandent ces gens, c'est Nadine, sensibiliser nos troupes au phishing. Rappelez-moi quand le phishing est sorti. C'est un des tout premiers actes cyber qui date de mi-robe, comme dirait Coluche. Donc, quand on entend ça encore en 2018 et 2019, tu te dis là, ah ouais, là, il y a vraiment un problème. Quand je dis aux gens que je connais même dans mon entourage, des gens des forces de l'ordre parfois, arrête de mettre des photos de tes enfants sur Facebook, arrête de dire où tu es, arrête de parler de ta vie, arrête de... Et non, on continue à le voir. Waouh! Donc, tu vois, la prise de conscience, je vais dire, qu'on a l'impression qu'ils comprennent que le cyberespace est là et qu'il y a des dangers, mais alors lesquels? Et puis pas de ça chez nous. Non, ça, pas de ça chez nous. Alors que c'est justement au contraire, c'est pas les mêmes règles que dans l'espace réel où je veux cambrioler une maison, je cambriole cette maison, je l'ai choisie pour X, Y critères. Parce qu'elle va me rapporter ce que je veux derrière, souvent en termes soit parce que je veux voler des données dedans, des documents confidentiels, etc., soit je veux m'enrichir par la vente de ce que je vais voler, ou alors je veux détériorer. Globalement, c'est ça. J'ai envie d'enquiquiner mon voisin, ça c'est encore une autre histoire. Voilà, donc on rentre, on cambriole la maison. Derrière, nous, on va reprotéger la maison avec X et Y systèmes qui vont être jusqu'à la vidéosurveillance, parfois connectés. Alors ça aussi, pareil, cyberattaquable. Hein, tout ce qui est connecté est forcément cyberattaquable. Quand les gens disent « je suis protégé parce que je suis connecté au réseau et tout », oui, ben, je me mets dans la rue avec n'importe quel outil et moi, je vérifie si tu es chez toi ou pas et puis je détourne le truc et je rentre chez toi. Les gens, quand je leur dis ça, ils me disent « c'est pas possible ». Je dis « si, c'est possible, ça fait longtemps que ça existe ». Et bien sûr que c'est possible. Donc, il y a ça. Donc, on se protège d'une façon ou d'une autre, et il faut le faire, malgré tout, d'une façon ou d'une autre, mais il faut le faire intelligemment, encore une fois. Et il y a rarement de la récidive sur ce qu'on appelle les cambriolages. C'est extrêmement rare, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. C'est un très faible pourcentage. Dans l'espace virtuel, quelqu'un rentre dans votre PC, on va prendre la technique, la partie technique, une fois que c'est rentré, c'est à vie. Moi, quand on me dit oh non, c'est bon, on a verrouillé, on a protégé. Mais ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire quand on dit ça. Parce que les gens ils disent non, on a mis les malwares, on a mis les anti-malwares, on a mis tout ce qu'il faut, on est protégé. On va payer la ransomware et comme ça, ils vont nous rendre tout et on est protégé. Mais non. Une intrusion cyber, elle est à vie. Elle est à vie. Il y a encore une autre chose aussi. Je prends, j'ai mon téléphone à côté de moi. Je prends mon téléphone. Quelqu'un me le vole, va dans la rue. Il vend un exemplaire. Mon email, mes données bancaires, mes données CAF, enfin j'en ai pas, mais mes données Sécu, tout ça, on le met dans le dark web, on le vend dans le dark web. C'est illimité. C'est open bar. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc, il faut faire attention. Notre comportement, notre façon d'agir, notre façon d'être, notre façon de faire, et y compris les entreprises avec leur superbe site web, les informations de ci et de là. Moi, je les mets beaucoup en conférence. Les gens, au début, ils se disent « Ah ouais, super ». Au bout d'une demi-heure, il n'y en a pas un dans la salle qui ne s'enfonce pas dans son siège, quel que soit son poste. Tellement ils voient tous, tout ce que je mets en tant à titre professionnel que personnel, ils se retrouvent tous dedans. Et là, ils se disent « Waouh ». Et le point d'entrée dans l'entreprise, c'est le recrutement, qui est extrêmement pas bien fait. C'est ça le point d'entrée. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que souvent, c'est de la cooptation, manque de temps. Ah ben, je connais un tel. Sauf que l'autre, il a repéré pour pouvoir rentrer dans l'entreprise, avec les petits cocktails qui vont bien, les speed dating du soir, de petites soirées cartes de visite qui vont bien, avoir le bon diplôme qu'il faut, avoir les 2-3 petites cooptations qu'il faut dans l'entreprise, et paf, ça rentre comme une lettre à la poste, il a le bon comportement qu'il faut, il rentre dans toutes les cases parce qu'il a travaillé pour, de tous les tests psy et tout le bins que tu veux qui vont derrière,
qui se déjoue à satiété. Donc, je suis désolée, mais il faut arrêter de croire. Et le DRH dit, oh, ben, j'ai le candidat parfait, je prends. Quand j'appuie des recrutements, je les appuie encore une fois. C'est pas moi qui décide. Souvent, je trouve le bon candidat pour l'entreprise par rapport au cahier des charges. On est rarement d'accord avec le DRH. Et quand j'explique pourquoi derrière je l'ai trouvé, là, ils disent, ah ouais, j'avais pas vu ça. Ah oui, c'était pas tout à fait comme ça. Ah, mais j'aurais jamais cru que. Et quand on arrive devant le dirigeant me fait plus confiance, puisque c'est mon métier de détecter les profils, ne met pas en doute le travail du DRH, sauf qu'il dit le DRH, vous avez votre sensibilité par rapport au poste, à la technique, etc. Et vous connaissez la culture d'entreprise. Elle la connaît aussi, mais d'une autre façon et autrement. Et elle synchronise par rapport au management, à l'équipe, au produit et à l'évolution de carrière, etc. Et donc, parce qu'on peut mettre un modèle management aussi derrière, en plus, pour synchroniser encore plus vite et avoir de meilleurs résultats tout de suite. Et aucun de ces recrutements n'ont failli. Aucun. Aucun. Mais c'est sécurisé, non pas par l'analyse de ce que je fais dans les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, ils prennent les réseaux sociaux comme un défouloir. Il y en a, ils vont casser de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que c'est leur trip. Et dans la vraie vie, c'est des gens hyper pro, hyper gentils, hyper carrés. Et on va les juger sur ça, y compris les algorithmes. Alors, justement, j'avais une question sur ce sujet, Nadine. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de pouvoir rencontrer un cybercriminel qui aurait été peut-être arrêté grâce à tes soins, grâce à des affaires sur lesquelles tu as travaillé. Et est-ce que tu as remarqué une différence entre leur profil de cybercriminel, donc leur profil virtuel, on va dire, et leur profil d'humain bien réel? C'est-à-dire que est-ce qu'en voyant ces personnes, tu aurais pu anticiper le fait qu'ils étaient des cybercriminels? Alors, pas vraiment. Pas vraiment parce que le net profiling permet d'analyser tout ce qui est virtuel, le comportement virtuel. Mais comme ce sont des êtres humains qui vivent dans le réel, on arrive à comprendre les comportements qui vont plus utiliser dans le réel ou dans le virtuel. Et d'essayer de faire la part des choses, parce que c'est plus facile pour les appréhender. Le cœur de mes travaux de recherche sont sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel. Les théories que j'ai développées ne sont que là-dessus. Et l'une des théories est l'avatarisation. J'ai choisi ce mot-là parce que c'est ce qui correspondait le plus à la définition de ce que j'en ai fait. Donc tout ça se trouve dans mes publications scientifiques ou mes livres. Et donc cette avatarisation-là, ça veut dire que dans l'espace virtuel, pour prendre que le cybercriminel, mais ça n'est pas que pour les cybercriminels, ça ne concerne pas que eux, ils vont modifier leur comportement d'une manière ou d'une autre, plus ou moins selon les degrés, plus ou moins selon leurs objectifs, leur volonté, leur sensibilité, ou même ce qu'ils vont découvrir d'eux-mêmes, peuvent se prendre au jeu. Il va y avoir énormément de critères qui vont rentrer en ligne de compte, mais le naturel de l'humain reste quand même là. C'est-à-dire qu'il y a des mots, par exemple, qu'ils vont utiliser, où on sait que ces mots, ça ne correspond pas forcément au comportement qu'ils vont donner. Il y a des attitudes qu'ils vont avoir, par exemple, le cybercriminel peut être un petit peu plus narcissique derrière l'écran qu'il ne le sera dans le réel, où il sera beaucoup plus timoré, plus jovial, par exemple. Et tout ça, on va le détecter dans des comportements, dans des attitudes. Ou un homme qui joue le rôle d'une femme. Ça aussi, ça se détecte assez vite dans les sextapes, c'est très fréquent. En fait, c'est en fonction d'un ensemble de choses où on va tout de suite déceler et on va se dire, là, attends, moi je vais l'emmener là parce qu'en posant telle ou telle question ou en lui écrivant telle ou telle chose, je sais derrière, dans sa réaction, si ça va corroborer avec ce que moi j'ai collecté et donc ce que je pense en termes de profil dans l'espace virtuel, mais qui va aussi m'indiquer des éléments de celui du vrai profil de l'espace réel. Et c'est là où il y a une vraie difficulté, c'est pour ça que je parle plus de l'avatarisation sur ce que tu me dis, c'est que là encore en investigation, dans la mesure où ils modifient leur comportement de X et Y manière, c'est très complexe. Je te dis, j'en découvre encore et j'en découvrirai jusqu'à la fin de mes jours, et des gens encore après moi en découvriront. Il faut faire la part des choses entre le réel et le virtuel, c'est pour ça qu'il faut être bon en profiling pour pouvoir faire ça derrière aussi. Hein. Tu ne peux pas être net profiler si tu n'es pas passé par la case profiler, hein, forcément. Et donc, comment dire, ces comportements, il faut arriver à les déceler entre ce qui
qui est vraiment la personne ou pas, et comment la déjouer, comment la ferrer en fait quelque part, pour que tout de suite on arrête les choses, parce qu'il y a une victime au moins derrière, et il faut quand même aller assez vite. Et il faut aussi, parce que bon, tout reste sur le virtuel, hein, tu as une vidéo, n'importe quoi, ça reste, hein, contrairement à la CNIL et tout ce qu'ils disent, ça c'est du pipoland pour moi. Alors il y a peut-être des cas exceptionnels. En général, ce sont des gens vraiment importants, là où on voit subitement, en effet, beaucoup de choses qui disparaissent. Par contre, le lambda ou ceux qui dérangent, là on va les laisser, puis on va faire en sorte de mettre de ce qu'on appelle des intelligences artificielles superficielles, non naturelles, pour laisser des référencements à un niveau qui ne sont plus expliqués au bout de X années, qui devraient sensibiliser beaucoup d'esprits. Et donc il faut aller vite dans le travail, quoi, parce qu'une vidéo s'exhibe sur YouTube, par exemple, ou des trolls, ou des mauvais commentaires, il faut faire vite. Et il faut comprendre vite la personne qui est derrière. Et souvent, il y a un réseau en plus. Aussi essayer d'aller plus loin parce que, encore une fois, quand tu protèges une personne dans l'espace réel, tu es toujours avec elle, tu fais corps. Dans le virtuel, tu n'es pas avec elle. Donc, il faut sécuriser cette personne du réseau. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas dans un autre, mais au moins de ce réseau-là. Moi, toutes les personnes sur tous les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, ils ne m'ont jamais rappelé, il n'y a jamais eu de problème. Mais on a tout fait ce qu'il fallait pour et sécuriser aussi dans l'espace réel. Je fais les deux. Hein. Et donc, il y a la complexité de cette avatarisation qui, j'ai découvert ça, l'avatar qui est joué derrière l'écran, ou les avatars, il peut y en avoir plusieurs. Parfois, une partie de ces comportements se reproduisent aussi dans le réel. Donc, autant dire que là, c'est vraiment, c'est complexe, quoi. C'est hyper, mais même pour moi. Donc, les gens qui parlent de cyberdéfense ou de cybersécurité n'ont absolument pas conscience de cela. Même quand je leur en parle, ouais, non, mais t'inquiète pas, on a nos machines, on a les techniques, on a les intelligences artificielles, on peut faire. Non, non, non. Et tout se déjoue. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et de toute façon, pour comprendre, pour agir, pour faire quoi que ce soit dans la vie, si tu ne vas pas au cœur du problème, ça ne marche pas. Et le cœur du problème, c'est celui qui fait. Celui qui fait, c'est l'être humain. C'est aussi mathématique que ça. Après, je n'ai pas dit que c'était simple. Ça, c'est une toute autre histoire. Mais globalement, je n'ai pas eu vraiment de différence entre les deux parce que j'arrivais à faire la différence. J'ai découvert d'autres choses, bien sûr, mais j'arrivais à faire la part des choses. Là où j'ai vraiment eu de la surprise, ce qui a créé donc mes travaux, mes théories, c'est quand je me suis rendu compte que leur acte derrière l'écran, ils les prenaient plus comme un jeu. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils atteignaient et attaquaient un être humain. Là, oui, je me suis dit, ça va vraiment loin. Et je te dis, on découvre. On découvre terriblement. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est de se dire que la machine ne pourra pas remplacer complètement l'homme. À un moment donné, on aura encore besoin de personnes telles que toi pour pouvoir détricoter des affaires complexes, malgré toutes les grandes intelligences artificielles qu'il peut y avoir au niveau cyber. Alors, dernière question, Nadine, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien. Donc voilà, j'ai 20 ans, j'ai envie de me lancer dans le profiling, j'ai le sentiment d'avoir quelques dons. Quel est le cursus que l'on peut suivre pour devenir et profiler et net profiler, et est-ce que ce cursus il existe en France? Parce qu'aux États-Unis il en existe, mais est-ce qu'en France il en existe? Non, il y a des gens qui font des écoles de profiling, mais criminologues. Donc, c'est pas la même chose. C'est très bien, hein, mais c'est vraiment pour les enquêtes criminelles. Non, mais il va y avoir. Donc, c'est un projet confidentiel que nous sommes en train de mettre en place avec certains de mes partenaires professionnels. Il va y avoir. Il y a déjà des formations qui existent auprès d'un de mes partenaires professionnels qui existent, hein, elles existent là. Donc, pour former des néophytes jusqu'aux professionnels. On va adapter les formations en fonction là encore une fois, d'un cahier des charges, d'un cursus. Et tant dans la partie économique que la partie sécurité-défense. Pourquoi? Parce que le DRH, par exemple, doit être formé au profilage pour les candidats pour sécuriser l'entreprise. Donc, on fait quelque chose dédié. La magistrature
doit aussi être formé à ces choses-là pour voir là où on les promène, là où on les leurre, pour comprendre que dans les investigations, il n'y a pas que le forensic technique. Les forces de l'ordre, bien évidemment, dans toute leur même nature, même si certains ont suivi quelques formations, c'est toujours bon d'apprendre. J'ai quand même ma réputation internationale, j'ai quand même ma patte qui est reconnue, là encore une fois. Je fais partie de ces profilers-là, qui laisseront quelque chose dans l'histoire par rapport à ça. Tout ce qui est dans la partie digitale, donc on a sur la partie net profiling, mais il faut qu'ils passent par la case profiler, c'est obligatoire, parce que, alors ils en font évidemment pas beaucoup, mais il faut qu'ils en fassent un petit peu, parce que le cursus pour faire mon métier, je n'ai pas vraiment de recette miracle, entre guillemets, puisque je me suis faite toute seule. Et j'ai appris par moi-même, j'ai passé mes diplômes moi-même, qui ne sont pas français, bien sûr. J'ai fait énormément de choses et c'est la mesure du terrain qui m'a amené aux résultats et à être ce que je suis devenue. Ce ne sont que cela, hein, c'est encore une fois les résultats. Et c'est d'ailleurs ce que je dis à mes étudiants. La première chose à vous dire, c'est que vous ne serez profiler, non pas quand vous l'aurez décidé, mais quand vos clients ou les gens avec qui vous travaillez vous le diront au moins 3 fois par vos résultats et que vos résultats soient bons. C'est pas un moyen. Si je veux pas c'est pas du pipeau-land. Et il faut que ce soit des bons résultats, vérifiés, qui servent, etc., etc. Bref, après, on peut ne pas les apprécier, les résultats. Il y a des gens qui apprécient pas, souvent parce que ça fait peur, parfois, mais le temps nous donne raison. Quand on est vraiment professionnel, le temps nous donne raison. Il ne faut pas trop s'occuper, comme disent certains militaires, des balles qui sifflent. Voyons ce que les choses recadrent par la suite en termes de vérité. Et pour le jeune de 20 ans qui veut devenir profiler, j'ai énormément de jeunes qui me contactent pour être profiler ou net profiler. J'en ai plein. C'est pour ça qu'on va créer d'ailleurs tout cela. C'est pour eux. Parce que moi, je n'ai pas fait ça pour moi. Je fais ça pour transmettre. Et pour que ça soit dépassé. Sinon, ça ne sert à rien. Il ne faut pas être égoïste dans la vie. Il ne faut pas garder son savoir pour soi comme un précaré. Pas du tout. Et la confrontation avec les autres nous permet de mesurer et puis d'apprendre et de développer, mais surtout de transmettre. C'est tellement beau de transmettre. Donc, pour être vraiment un net profiler ou un profiler, c'est pas le métier qu'ils exercent ou les études qu'ils auront fait qui me feront choisir de les former ou pas. Parce que c'est moi qui vais choisir. Pourquoi ? Tu veux faire demain devenir un policier, un gendarme, un gars DRG ou ex-RG plutôt, de la DGSE, de la DGSI, du Mossad, de tout ce que tu veux, du FSB, SCIA. Ils ont un cursus plus ou moins scolaire, ils sont repérés par leurs résultats, par leur potentiel, on va te mettre là, etc. Tu leur mets un flingue dans la main, s'ils font une bêtise, tu peux retirer le gun, l'arme qu'ils ont. Et après, ils ne sont plus autorisés, ou temporairement ne plus autorisés, à utiliser cette arme. Moi, le profilage, si je le mets dans la tête, je ne peux pas enlever la clé USB. C'est le vrai problème. Donc, comme c'est une arme, c'est un pouvoir, c'est une forme d'arme, hein, c'est un pouvoir. C'est des mots que je prends, qu'on m'a déjà dit, hein, tout ça, ça ne vient pas de moi, que je détiens, et que c'est dans un but de bien, d'amélioration, de développement, de sécurisation, de défense, et non de destruction. Donc, on ne peut pas transmettre cela à n'importe qui. De fait, c'est moi qui vais les profiler d'abord. Et je vais les profiler pour 2 raisons. La première, c'est si ce sont des personnes qui peuvent recevoir, être dispensées de ces cours-là, premièrement. Et deuxièmement, s'ils ont le potentiel. Et ensuite, il y aura des tests. Mais ce ne sera pas les tests que l'on voit partout. Et l'enseignement ne sera pas non plus comme on le voit partout. Il sera parfaitement dédié au métier. Uniquement. Ce ne sera pas l'enseignement qui est fait comme pour tout le monde, qui rentre dans des cases avec X heures ici et là. Non. Il sera dédié au métier. Parce que la seule chose que l'on veut nous derrière, c'est le résultat. Le résultat, c'est qu'eux, ils ont payé pour devenir profiler ou net profiler. Donc, il faut qu'ils soient opérationnels. À partir du moment où moi, j'ai considéré qu'ils étaient potentiellement éligibles à être profiler et net profiler, ils sortiront profiler et net profiler. Donc voilà, le cursus, pour les jeunes aujourd'hui, ce que je leur réponds à tous, c'est ça. Je ne peux pas leur répondre autre chose. Simplement, il y en a, ils attendent depuis 2 ans pour être formés, même plus, parce que ça fait longtemps que j'ai ce projet, que c'est compliqué,
parce qu'on est dans un pays qui est compliqué, parce qu'on est dans un pays qui refuse la remise en question, qui refuse la nouveauté, qui refuse de sortir des cases, qui refuse de se remettre, d'être capable de dire je donne une chance à quelque chose où je sais que sur le terrain ça a fonctionné, qui ne veut pas de cette nouveauté, qui est vieux. On a un pays qui est très vieux, qui est magnifique, qui a des tas de potentiels, des tas de qualités, mais qui est très vieux, qui coûte cher, parce que créer une entreprise en France, c'est épouvantable, qui est trop lent, parce qu'on fait des tas de réunités du but et on verrouille de tous les côtés, jusqu'au moindre petit mot, on va rajouter un autre dessus pour être sûr de verrouiller, pour ne pas avoir on ne prend plus de risques, on n'a plus de créativité, on n'a plus, allez, je me lance, j'y vais. Et ça, c'est assez affreux. Donc, des gens comme moi en France, il y en a pas mal, dans des tas d'univers professionnels, mais la plupart du temps, ils sont tous partis. Et ça, c'est le vrai problème, de ne pas savoir nous retenir, de ne pas savoir simplement mais nous écouter. Déjà, ce serait pas mal. Des presses indépendantes comme toi et Sylvano, puisque tu l'as cité, vous êtes là. Vous êtes là pour des tas de gens comme nous, parce que nous, on sort des carcans, des lobbies. Et tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, dans mon métier, ça n'existe pas. Et il y a des tas de jeunes derrière, ou des moins jeunes derrière, qui veulent faire un peu de ce que je sais faire. Et d'autres personnes qui savent faire, qui veulent aussi transmettre. Et on les empêche d'améliorer cela, leur potentiel, leur savoir-être, leur épanouissement professionnel ou personnel. On les empêche sous prétexte que tout est cloisonné, tout est verrouillé, tout est atrophié. On ne peut pas ranger l'humain dans une case, comme je le disais tout à l'heure. Chaque humain est unique. Et la France ne correspond pas, telle qu'elle est en l'état actuel aujourd'hui, des choses, hein, je parle de l'état des lieux, avec des métiers et des volontés de tous ces jeunes et moins jeunes qui veulent, eux, apprendre d'autres choses et autrement pour se performer ou pour leur propre savoir. C'est deux mondes à part. Pourtant, je peux te garantir qu'il y a énormément de gens qui le veulent. Donc, quelque part, je pense que le déverrouillage va se passer au niveau des décisions, des décisionnaires, lesquels, ça m'échappe un peu, je suis une femme terrain, encore une fois. Mais c'est là que ça va se passer. C'est là qu'il va falloir peut-être mettre un bon coup de massue dedans. Ça va faire des dégâts, mais on ne peut pas faire les choses sans faire des dégâts. À partir du moment où c'est bien cimenté, on n'a pas le choix. Je pense que sincèrement, si on ne passe pas par ces étapes-là, ces jeunes qui veulent se former vont suivre les cerveaux qui sont partis à l'étranger pour enseigner, transmettre et ainsi de suite. Et donc, ne vont pas transmettre le savoir qu'ils ont reçu de ces cerveaux-là dans notre pays. C'est un cercle vicieux et c'est ce qui se passe depuis quelques années. Et je pense que ça va empirer si on ne fait rien rapidement. Parce que la cybercriminalité, par rapport à sa croissance, à son exponence, ses chiffres exponentiels, par rapport au fait aussi qu'on ne sait pas demain les 40% annoncés de nouveaux métiers qui vont exister, dont le mien, il est dedans, mais il y en a des tas d'autres qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qui vont peut-être naître du mien ou d'autres, peu importe. 40%, c'est quand même pas rien. Ces jeunes veulent les porter. C'est leur avenir qu'on doit pousser. Et les moins jeunes, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, je me suis déclarée rare. Quand on dit les cybercriminels, ça ne peut pas être des vieux croutons. J'ai 53 ans, je ne cache pas mon âge. J'ai 53 ans. Expliquez-moi. Pas de problème, je suis là pour apprendre. Il n'y a aucun problème. Donc, tous ces gens-là qui, derrière, veulent apporter dans leur vie, mais aussi pour le pays, pour la cybersécurité ou la cyberdéfense, qui ont besoin de tous ces savoirs, dont le mien, pour se performer, se développer, et puis répondre à des attentes, parce que le terrain derrière, il attend aussi des réponses. Il en a marre de dire que l'ANSSI, la CNIL, tout ça, on fait tout pour et tout va bien, et ainsi de suite. Quand ils ont suivi les formations ou les conférences ou quoi que ce soit de ces gens-là, et que nous, derrière, on arrive chez eux et qu'ils disent non, mais écoutez, nous, on ne comprend pas parce qu'on nous a dit tout ça, mais on est cyberattaqué. Ben oui, mais c'est pas tout à fait ça, ça c'est bisounours. Nous, on va vous expliquer ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et le bisounours n'est pas faux, sauf que ça représente une très faible partie de la cybercriminalité. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne veulent pas eux-mêmes s'ouvrir à des gens comme moi. Moi, l'ANSSI ne veut pas de moi. Et les autres, hein, pareil. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Pour la simple et unique raison, c'est que je ne suis pas dans les lobbies. Comme je ne suis pas identifiée par X et Y personne, je n'aurai rien. Pour tout ce qui est
tous ces réseaux cyber en France, alors que je suis reconnue à l'international. J'ai des demandes de publications scientifiques, de conférences scientifiques, je reçois, sans te mentir, je reçois au moins des publications scientifiques, je reçois à peu près 30 à 40 par mois à faire. Il y en a à peu près 3-4 qui ne me correspondent pas. C'est pas mon créneau. Et des conférences scientifiques, j'en ai en moyenne 2 à 3 par mois. C'est beaucoup pour quelqu'un qui n'est ni docteur, ni taiseux. C'est beaucoup. Donc, si j'ai ça des autres pays, pourquoi la France ne le fait pas? Parce que mes publications scientifiques n'ont été faites qu'en anglais aux USA. Et ces jeunes ne sont pas idiots. Et tous ces gens derrière ne sont pas idiots parce qu'ils se disent, elle a compris le truc. Nous, on vit dedans. En plus, on comprend le truc. Tous les gens qui ont écrit des livres sur les hackers, je suis en contact avec des tas de hackers. Hackers, c'est des gentils. Et il y en a, c'est dans les meilleurs au monde. Et eux valident mes travaux, tous. Disent tout ce que tu as écrit, mais c'est vrai. Mais derrière, l'ANSSI, la CNIL, les gouvernements français, tout ça, tous eux, non, on n'en veut pas. Pas de ça chez nous, pas elle. Toutes les portes m'ont été fermées depuis des années. On a préféré tenter de me détruire parce que si on brûlait les sorcières autrefois place de Grève, aujourd'hui on a d'autres méthodes par la presse, par exemple, en racontant des histoires. Mais ça n'a pas changé. Hein. Cette mentalité existe toujours. On parlait des schémas, on est en plein dedans. Alors que derrière, même pour leurs propres intérêts, ça serait quand même assez pertinent, intéressant, sachant qu'ils sont noyés, ils ne savent plus comment faire. Mais ils ne vont pas l'avouer ouvertement parce qu'ils sont restés sur une toute petite partie de ce que représente la cybercriminalité sans s'ouvrir sur d'autres choses. Ce que les jeunes et d'autres professionnels, eux, ont compris en disant on veut être formés, on veut devenir cela, eh bien, écrivons tous ensemble cette histoire. Moi, toute seule, j'y arriverai pas. Hein. On écrit demain toute cette histoire avec cette formation, avec ces éléments. Des net profilers dans le monde, il y a 4-5 ans, on m'a dit qu'il n'y en avait que 4 dans le monde, d'après Interpol. J'espère qu'il y en a plus aujourd'hui, j'ose espérer. Écrivons ces grandes lignes de demain, nous, dans nos métiers, pour notre pays et pour les autres, sachant qu'il n'y a pas de frontières dans l'espace virtuel. C'est ce qu'on est en train de faire avec mes partenaires. Et nous espérons derrière que les gens, les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on a le droit de se tromper. La vie, c'est ça. Hein. On n'est pas avec le pas que je sais tout faire. On ne va pas mourir avec le pas que j'ai tout accompli. Hein. C'est comment on grandit tout au long de ce chemin en sachant qu'on peut tomber, se remettre en question et ainsi de suite. Tous autant que nous sommes. Et c'est tout l'espoir que je souhaite. En tout cas, nous, on œuvre dans ce sens-là pour les jeunes et les autres, pour notre pays aussi, mais à notre façon, à notre petit niveau. Bah écoute, si la presse, Touzo, elle n'en veut pas, nous en tout cas, on te soutient et on espère que justement ce genre d'émission que tu fais avec les web TV alternatives, avec la presse alternative, ça permettra à un moment donné de faire bouger les murs et puis d'ouvrir un peu les esprits, parce que c'est vrai que la France c'est quand même vachement bien, mais alors qu'est-ce que c'est rétrograde à un moment donné, il faut quand même le dire. Quoi qu'il en soit, Nadine, eh bien, on a été vraiment ravis de te recevoir dans le cadre de cet entretien. Si d'ailleurs vous voulez en savoir plus, moi je vous renvoie sur le livre de Nadine, Net Profiling, aux éditions Transition. Et puis, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus ou qui voudraient suivre ton actualité, tu as peut-être un site web ou un endroit où on peut suivre ce que tu fais? Alors, j'ai un site web qui est tout simplement nadinetouzo.com. Il y a ma fiche LinkedIn aussi, où il y a d'ailleurs des recommandations. Sur le site web, vous avez les mises à jour des conférences publiques qui sont pour me suivre éventuellement, parce que certaines sont scientifiques, donc c'est purement scientifique, d'autres sont ouvertes au public. J'en ai une le 22 janvier, dédiée pour les décideurs, des RH, magistrats, à Paris. Il y a également les publications scientifiques qui sont sur mon blog, pardon. Sur LinkedIn, des recommandations et tout un tas d'éléments, parfois quelques écrits sur lesquels je participe pour apporter un petit peu de ma science, on va dire, ou de mon opinion. Et j'ai une page professionnelle Facebook, aussi Nadine Touzo, Profiler, Net Profiler. Après, une page YouTube, une page Pinterest, et j'en reste là. C'est Instagram aussi, mais bon. Bon voilà, en tout cas,
C'est ça. Si vous voulez contacter Nadine, c'est très simple, vous allez sur sa page web, dans l'onglet Contact, vous pourrez prendre contact avec elle et ainsi suivre cette évolution de cette création de la formation de Net Profiler à la française. Nadine, merci encore une fois d'être venue et puis je te souhaite bon courage pour la suite. Antoine, merci infiniment pour cette émission. Je te souhaite aussi plein de courage et plein de succès et au plaisir quand tu veux, quand tu auras besoin. Et merci à tous pour cette écoute. Merci Nadine. Et puis si vous voulez retrouver l'interview de Nadine, vous pouvez le faire dans le premier numéro de Génération Cité d'Or que vous retrouvez sur le site mag-ebook.com. Et puis on se retrouve très bientôt sur Miasme TV. Allez, ciao ciao.